Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, le podcast qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications disponibles. Si vous en trouvez que je ne connais pas, gênez-vous pas pour m'écrire sur gilesparent.com. Vous avez les coordonnées, la chance de nous écrire et même de nous envoyer des messages vocaux. On est rendu extrêmement moderne. Québec international a pour mission de soutenir le développement économique de la région de Québec et son rayonnement national ainsi qu'international. L'organisme qui fête ses 20 ans cette année a pour mission d'appuyer, de guider les entrepreneurs, les professionnels et les investisseurs. C'est avec fierté que je reçois aujourd'hui le PDG de Québec international, Carl Viel. Bonjour, Carl. Bonjour, ça va bien? Bienvenue, absolument, ça va très bien. Et vous aussi, bon 20e, je dirais. Oui, merci beaucoup. Écoutez, premièrement, merci de me recevoir. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir partager avec vous et avec vos auditeurs qu'est-ce qu'on est, qui on est Québec international. C'est ça. Dans le fond, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, faire le tour. Puis je me suis rendu compte en faisant mes propres recherches, pour ne pas paraphraser certaines personnes, qu'il y a plus de choses que j'imaginais, que vous touchez à plusieurs éléments, pas juste économiques, il y a du social aussi, pas mal là-dedans. Donc, si on parle de mission, si on parle de ça, la mission, les actions de Québec international, c'est quoi, grosso? Si on va avec le premier élément, lorsqu'on a pris le changement de nom il y a 20 ans, lorsqu'on a, premièrement, l'organisme a été créé, puis par la suite, on a fait le changement de nom pour Québec international. Ça, c'est peut-être Pôle Québec Chaudière-Appalaches? Exactement, Pôle Québec Chaudière-Appalaches, au départ, pour bien marquer le cas qu'on travaille sur les deux rives. On a rapidement compris que le pôle, un pôle d'excellence, c'est quelque chose que les gens avaient de la difficulté à identifier, surtout lorsqu'on sortait de la francophonie et qu'on allait ailleurs. Et je vais faire un peu une petite boutade, mais quand on arrivait puis les gens disaient maintenant, the next speaker is Carl Viel from Pôle Québec Chaudière-Appalaches. On a rapidement dit qu'on devait changer de nom, puis j'ai un de mes collègues qui revenait une fois d'une rencontre à l'Université Laval, et puis puis pas péjorativement, mais il dit là, le monde, il pense qu'on fait des chaudrons puis des poêles avec Chaudière-Appalaches. Mais indépendamment, donc l'objectif qu'on a voulu, ça a été premièrement de s'assurer que les gens comprennent que dans le monde dans lequel on vit, on opère aujourd'hui, la compétition, elle est mondiale. Donc, le volet international nous permettait de bien identifier que, on voulait attirer dans la région talent et investissement, puis qu'on voulait aussi aider nos entreprises de la région à réaliser que des fois, on avait une idée, mais qu'aujourd'hui, on n'est probablement plus tout seul sur la Terre à avoir cette idée-là, et de dire que la compétition n'était pas l'entreprise qui était de l'autre côté, elle venait de partout à travers le monde, et si on voulait jouer un rôle comme agence de développement économique, on devait aider nos entreprises à bien cerner soit les enjeux qui pouvaient avoir un impact auprès d'eux. Et cette réflexion-là qu'on a eue il y a 20 ans, elle est encore plus vraie aujourd'hui lorsqu'on voit deux grands événements qui se sont passés dans les dernières années. On peut prendre l'élément malheureux du COVID aussi, qu'on a vu les impacts qui se sont transmis avec le problème du virus. Le deuxième, c'est malheureusement aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui ont eu des impacts majeurs partout sur le monde, sur nos chaînes d'approvisionnement. Donc, c'était d'amener nos gens rapidement à réaliser qu'on devait penser global, qu'on devait aussi être conscient qu'il y avait des impacts qui pouvaient arriver pour nos entreprises. Et déjà, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on voyait déjà poindre les problématiques reliées à la pénurie, à l'enjeu du talent, de la main-d'œuvre. Donc, si on voulait aider nos entreprises, on n'avait déjà pas le choix de commencer à aller vers l'extérieur. Donc, aider nos entreprises à recruter, aider nos entreprises à exporter, deux éléments. Par la suite, attirer dans notre région des talents, attirer aussi des investissements. Grosso modo, je vous donne une petite statistique, mais des entreprises internationales sur le territoire, c'est peut-être 10%, mais la contribution à l'économie, elle est beaucoup plus grande de par la taille des entreprises. Et l'autre phénomène qui continue à se faire à tous les ans, c'est qu'on a quand même des entreprises de Québec qui continuent à se faire acheter par des intérêts internationaux. Donc, on doit s'assurer qu'une fois que ces entreprises-là
passe entre les mains d'étrangers, bien que ces entreprises-là vont continuer à investir, continuer à développer, continuer à fabriquer, à produire à Québec. Donc ça, c'est un autre élément. Par la suite, on a rajouté d'autres mandats, c'est-à-dire celui de l'aide à l'entrepreneuriat. Donc, on a créé le premier incubateur à Québec, le Camp. Un incubateur, c'est quoi? C'est d'aider des gens de tout âge qui veulent se partir en affaires, qui ont une idée. Donc, on a mis en place différents outils d'aide à comment on se part un plan d'affaires, comment on réfléchit, comment on se finance. Et par la suite, avec des conseillers, des coachs, des aides, à aider ces gens-là à pouvoir grandir et en faire des corporations et de créer peut-être un jour un deuxième Exfo, un deuxième Simons, qui sont des grandes sociétés de la région. Par la suite, à travers les années, on a rajouté d'autres mandats. Par exemple, dans les dernières années, la transformation numérique. Donc, comment on aide... Ça va vite, ça, hein? Oui, ça va vite. Mais comment qu'on aide nos entreprises qui, d'un côté, ont de la difficulté à recruter, à retenir des talents. On a eu l'accélération post-COVID reliée à ça. Donc, comment on aide nos entreprises à accroître leur productivité par la transformation numérique. Ça peut être par la robotisation, ça peut être par la mise à niveau de nouveaux logiciels qui permettent aux entreprises d'être plus efficaces. Puis je vais prendre un autre exemple qu'on a tous vécu pendant la période de COVID. On a plusieurs entreprises qui ont dû s'adapter, se transformer et de mettre en place un site transactionnel. Et par la suite, des gens qui disent « Moi, je vends du saumon fumé, je viens d'avoir une commande aux États-Unis. Comment je l'envoie? Comment je le fais passer la frontière? Comment je respecte des règles? » Donc, tous ces éléments-là. Vous devenez intervenant, vous, pour... On devenait à okay. les aider à prendre les bonnes décisions ou à trouver les bons partenaires qui vont les aider à permettre à leurs produits de traverser les frontières. Dans le fond, vous occupez particulièrement, Carl, de la région de Québec, la grande région de Québec, ce qu'on appelait 03 avant. Est-ce qu'elle va jusqu'à Montmagny, puis oui? Ben, là-dedans, on a les deux régions, donc 03 et 12. OK. La plupart des mandats que nous occupons sont sur les deux rives, à part deux mandats, celui sur l'exportation, qui le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada a octroyé ces responsabilités-là à une organisme par région administrative, à part celle de Montréal, de l'île, où il y en a 3. Et le deuxième volet, c'est le volet au niveau de l'entrepreneuriat, où on a un mandat très spécifique sur le territoire de la ville. OK. Est-ce que l'angle est toujours international? Quand on parle de Québec international, est-ce que faut que, mettons, quelqu'un qui va vous voir et qui veut faire quelque chose à Rimouski, juste à Rimouski, puis il n'y a pas d'autre intérêt? C'est pas vous dans ce temps-là? Non. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a des limites dans le fond? Oui, bien, c'est une très bonne question. Donc, le premier élément, dans la plupart des mandats qu'on a, ça va être, lorsqu'on parle de croissance économique, nous, c'est hors Québec. Donc, si une entreprise, par exemple, voudrait vendre en Ontario, vendre à Vancouver ou à Halifax, on va les aider comme on les aiderait à aller à l'extérieur. D'un autre pays, d'une autre région. D'un autre pays. Puis, il y a 3 raisons fondamentales. C'est que, premièrement, on n'a pas le même système de taxation entre chacune des provinces. Malheureusement, en 2023, on a encore des produits qui ont de la difficulté à être vendus d'une province à l'autre. On n'est pas les plus bas au Canada, on n'est pas les plus bas. Le deuxième, on a une langue, dans bien des cas, qui est différente, c'est le français et l'anglais. Grande différence de culture. Et le troisième, c'est le volet légal entre le common law et le droit civil ici au Québec. Donc, c'est la même chose au niveau de l'attraction de l'investissement. Si une société, par exemple, de Québec veut aller vers la région de Rimouski ou de Montréal, on a vu dans les dernières années beaucoup de nos entreprises prendre de l'expansion sur Montréal pour différentes raisons. On va les aider, mais notre mission première n'est pas de les aider à s'implanter à Montréal ou à Rimouski. Là, je comprends très bien. Est-ce que vous diriez, là, ça fait 20 ans, donc on fête là, les bougies, 20 bougies. Est-ce que vous diriez que les objectifs qui avaient été mis en place, les idées d'il y a 20 ans, on les a pas mal tout atteint ou on a peut-être dépassé même? Bien, il y a 2 aspects là-dedans. Le premier élément qui, pour moi, lors de mon arrivée, était important, c'était de se fixer des objectifs qui étaient quantifiables, mesurables. Lorsque une organisation comme la nôtre reçoit une grande partie de son financement de l'État, des 3 paliers de gouvernement, il faut qu'on soit capable de faire une reddition de compte, puis qu'on soit capable de le faire comme une entreprise privée qui, demain matin, je vais donner un exemple, ça fait 4 fois qu'elle va à Boston, puis ça revient qu'elle n'a pas généré de vente, bien, à un moment donné, elle va se dire c'est peut-être pas le bon marché ou on ne fait pas les choses correctement. Donc, on s'est mis des objectifs quantifiables, ça c'est le premier élément, et mesurables qui nous permettaient de voir si nos interventions avaient des impacts
soit sur de la création d'emplois, sur la croissance de richesse par des investissements qu'on était capable de mesurer, par la création d'emplois, par nos missions que nous avons effectuées. Depuis 2008, où on a débuté, nous sommes rendus à peu près une centaine de missions que nous avons conduites à travers les différentes années, tant présentielles qu'en virtuel. Et on a commencé à faire des missions virtuelles en 2013, donc bien avant le COVID. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est capable de dire qu'il y a 28 000 personnes que nous avons été capables, à travers nos propres activités, en partenariat avec les entreprises et le gouvernement ou les gouvernements, d'amener 28 000 personnes à venir s'installer dans la région de Québec. Parce que ça, c'est un volet important. On le dit de plus en plus, et des besoins en emploi. Il y a moins de bébés qui se font ici. Fait que la résultante, c'est que l'accroissement de la population, qui est quand même impressionnante au Canada, vient presque à 95% de l'immigration. On voit que ça amène toutes sortes de problématiques avec le logement. Fait que est-ce que vous, à ce moment-là, vous devenez porte-parole des entrepreneurs auprès des gouvernements en disant, écoutez, ces problématiques-là de logement, d'aider les gens qui arrivent, leur apprendre la langue, tout ça, on sait que ça existe sans vous, là. Mais ça doit faire partie des demandes que vous avez constamment. Ça fait partie de l'offre quand vous faites des missions. C'est ce qu'on vous demande. Comment on va s'installer? Comment ça marche? Ben, si je veux me permettre, il y a quelques éléments. C'est que le premier élément qu'on a constaté dès 2008, lorsqu'on a commencé à faire des missions, il y a 2 ou 3 éléments qui étaient les premiers. Le premier, c'est lorsqu'on change de pays. La première chose qui arrive, c'est qu'on perd notre historique de crédit. Donc, quelqu'un qui vient, on va prendre l'exemple le plus qu'on voit le plus souvent, quelqu'un qui vient de la France, lorsqu'il arrive à Québec ou au Québec, au Canada, cette personne-là n'a plus d'historique de crédit. Il repart à zéro. Il repart à zéro. Donc, si quelqu'un n'est pas excessivement riche, ou bien des cas, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai une propriété en France, je ne sais pas si je vais venir à Québec pour le reste de ma vie, je la garde là-bas. » L'équité est là-bas, là, c'est ça. Là-bas. Ah oui. Donc, on a mis rapidement en place avec une institution financière, dans notre cas avec Desjardins, de développer l'historique de crédit parce que les entrepreneurs au départ nous ont dit « Carl, la première chose, je n'avais pas réalisé qu'en plus d'avoir été recruté une ou des personnes, je dois signer un bail, je dois de co-signer aussi pour qu'ils aillent chercher. Il faut que je les endosse, dans le fond, il faut que je les soutienne. Exactement, un poêle, un frigidaire, etc. Donc, on a fait ça, une voiture. Donc, ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, rapidement, c'est que dans bien des cas, la situation, au départ, c'était l'homme qui était en informatique, la femme qui suivait avec les enfants, puis qui disait « On va prendre les 6 premiers mois, on arrive à Québec, on s'installe, dans 6 mois, je commence à travailler. » Et là, on réalisait que dans bien des cas, le ou la conjointe n'avait pas entamé son propre processus d'immigration. Et là, on lui dit « Madame ou monsieur, ça va vous prendre 18-24 mois. » Et là, les gens disent « Ben, on ne savait pas, on quitte. » Donc, deuxième élément sur lequel on a rapidement travaillé, c'est-à-dire comment on s'assure que le couple en entier, c'est un cheminement et que les gens vont tous les deux entreprendre leur processus. Et lorsque l'homme ou la femme va vouloir commencer à travailler, il n'y aura pas de blocage ou de moments qui vont continuer. L'autre élément que je me permets de dire, le troisième, qui est très important, c'est que nous, on travaille avec des entreprises. Donc, les gens qui arrivent ici, ils arrivent avec un emploi. Donc, déjà là, on a l'élément très important d'intégration versus d'autres endroits où, justement, les gens arrivent en se cherchant un emploi. En se cherchant un emploi qui crée d'autres problèmes. Le volet que vous avez emmené tout à l'heure concernant la pénurie de logement est un élément qu'on a vécu, qu'on vit de plus en plus aujourd'hui, qu'on a vécu il y a à peu près 10 ans ou un peu plus d'une dizaine d'années. Cependant, il y a quand même des facteurs qui jouent en notre faveur. Le coût d'une maison à Québec est encore le deuxième le plus bas au Canada. On est à peu près à 350 000 pour l'achat d'une propriété. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième, c'est que la croissance de la région, de la population, la croissance du PIB est assez constante à travers les années. Donc, on a une très bonne prévisibilité qui faisait en sorte que dans les dernières années, on était capable, les gens qui étaient dans le domaine étaient capables de construire et de répondre à la demande. Cependant, on constate que là, on est à un équilibre qui est très faible du non des loyers ou qui sont non disponibles.
Pour les gens qui nous écoutent, dites-moi un peu quel genre de relation que vous avez avec les entreprises. Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que vous sollicitez? Est-ce que ça peut être des deux côtés, là, mais je me demandais comment vous... j'imagine qu'au fait, après 20 ans, et même plus si on compte le pôle avant, il y a quand même des gens qui vous connaissent, puis il y a des gens qui parlent pour vous, ceux qui ont été bien servis. Mais la façon de faire la plus fréquente, c'est quoi? C'est une combinaison des deux. Comme dans n'importe quelle, je dirais, industrie, entreprise, nous, en étant nos BNL, c'est qu'il y a un élément, on dirait, du bouche-oreille qui demeure, c'est-à-dire des entreprises qui viennent nous voir par rapport, entre autres, au mandat d'attraction de talent, qui disent, nous, on a travaillé avec Québec International, on a fait une mission en France, on a fait une mission au Brésil ou ailleurs, et on a été capable de recruter des candidats, des candidates. Et par la suite, ils nous ont aidés, on a travaillé avec eux pour permettre à ces gens-là d'arriver aussi. Un autre élément que je me permets de dire que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans notre cas, nous, on a focusé beaucoup sur les familles. Lorsqu'on focus sur les familles, le deuxième facteur de rétention, c'est les étudiants, les jeunes, les enfants qui vont à l'école, qui devient aussi une source d'intégration et d'enracinement. C'est beaucoup plus difficile où les gens quittent moins lorsqu'on a des enfants qu'une personne de 22 ans qui est seule en informatique. Qui peut aller à peu près n'importe où. Qui peut aller n'importe où. Donc ça, c'est l'élément. Donc c'est une combinaison des deux. Et l'autre élément, c'est qu'on a aussi du référencement des villes, des entreprises, des gouvernements de la ville et d'autres qui vont aussi nous référer des entreprises aidées. Et notre objectif, c'est de rendre les gens, je dirais, indépendants, c'est-à-dire qu'ils soient capables par la suite de faire des processus par eux-mêmes. Mais nous, à tous les ans, on a un calendrier d'événements sur lequel on se déplace avec des entreprises à travers le monde. On sera à la mi-décembre sur Paris. La semaine prochaine, on sera au Mexique avec des entreprises pour faire du recrutement. Donc, on a un calendrier, on a un processus qui est très bien étoffé à travers les années. Et je me permets de vous donner, je vais me permettre de vous poser une question à mon tour. L'année dernière, on a fait une mission, ce qu'on appelle une mission virtuelle. Donc, on a affiché à travers le monde qu'on avait 350 postes à combler pour à peu près 60-70 entreprises. Je vous demande de me donner un chiffre. Combien d'applications? Combien d'applications avons-nous reçues? Je suis certain que c'est une couple de mille. Une couple de mille. Oui, je dirais 2-3 000. 2-3 000. Alors, c'est 946 000. De plus de 127 On peut arrêter tout de suite l'entrevue, là. Non, mais c'est pas l'expert, c'est vous, c'est correct. Non, mais, mais oui, c'est l'attractivité est là. L'attractivité de Québec, elle est là. Puis l'autre élément, c'est que ça donne aussi la capacité de voir qu'on a développé des outils informatiques qui nous permettent de recevoir presque 1 million de CV, de pouvoir par la suite en envoyer 1 000 à une entreprise qui va faire une sélection. Et on a adapté nos systèmes qui nous permettent d'utiliser le bon véhicule dans certains des pays. Dans certains des pays, la meilleure façon de rejoindre les gens, c'est sur WhatsApp. Dans d'autres, c'est Facebook. C'est vrai que c'est pas pareil partout. Ça varie. J'ai de la famille en Italie, puis eux autres, c'est WhatsApp tout le temps. Jamais je prenais ça, je connaissais le nom. Ouais. Mais maintenant, les autres, puis même chose. L'autre, c'est Messenger, etc. C'est vrai, on peut continuer. Donc, on a développé nos systèmes qui nous permettent de s'assurer que par la suite, les candidates vont se présenter aux entrevues. Les services qu'on fait on a créé aussi un site qui s'appelle Québec en tête, qui est en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Et lorsqu'on fait des entrevues, on a des gens de notre organisation qui vont aussi être présents pour aider les gens à, des fois, aider si un candidat ou une candidate n'a pas un niveau de français qui répondrait aux besoins. Et dans bien des cas, ce qui est vraiment surprenant que de ma part, c'est que lorsqu'on a un candidat qu'on lui dit qu'on l'engagerait, mais que son niveau de français n'est pas assez bon, la personne part et dans bien des cas, 1 an plus tard, il revient, frappe à la porte. Et voilà, j'ai appris. Les gens veulent venir. Ouais. Il doit y avoir plusieurs façons de faire, mais je veux dire, essentiellement, Carl, quand vous avez une mission qui s'organise, est-ce qu'elle répond d'abord et avant tout à des besoins qui sont déjà signalés chez vous ou si c'est une invitation? Il peut avoir aussi, j'imagine qu'il peut aussi avoir des invitations parce que on en parlera tantôt, mais je sais, parce que j'ai suivi un peu l'actualité des 15 dernières années, qu'il y a des ententes, sans dire des fast-track en bon français, il y a quand même des ententes plus simples à cause de la langue avec la France, je sais, parce qu'il y a beaucoup de Français. Moi, je vis à la Haute-Ville de Québec, j'ai dit, c'est pas une blague, là. Autour de moi, garderie, Halloween, quand ça passe, sans blague, c'est 80%
des gens, c'est des Français qui vivent ici. Il y en a des Français qui arrivent. On comprend. Puis on a des cousins français, mais des similarités. Plus de 25 000 dans la région de Québec. Culture, ça s'explique. Mais revenons donc à... Vous faites quand même beaucoup de missions, vous le dites. Essentiellement, ce que ça part de besoin déclamé ici que vous allez répondre? Je vais répondre à la question sur 2 volets. Si on le prend sur le volet des missions de recrutement, toute entreprise qui veut faire du recrutement à l'international doit être capable au départ de démontrer qu'elle a fait les gestes, les efforts pour combler les postes de façon locale. Okay. Donc, si moi, par exemple, je cherche un soudeur, je ne peux pas aller en recruter un à l'international si je n'ai pas essayé, démontré dans ma région, okay, au Québec. Mais c'est logique un peu. Sinon, on ne peut pas aller. Le deuxième élément qu'on a fait aussi, c'est que moi, j'ai toujours dit, demain matin, l'entreprise Carl Viel recrute un soudeur en France. Moi, je ne veux pas que cette personne-là qui a tout laissé chez eux en France arrive à Québec et 2 semaines après, on lui dit « Monsieur Viel, vous ne savez pas souder selon nos standards. Vous allez repartir, vous n'avez plus d'emploi. » Donc, on a mis en place des ententes avec des écoles en France où les entreprises vont faire des tests techniques. Ils vont valider les compétences. C'est une bonne idée. Je ne voulais pas qu'on se ramasse, puis vous savez qu'une réputation, c'est vite défait. Donc, on ne voulait pas arriver qu'on dise Québec international, le Québec est venu en France, a recruté 10 soudeurs. 1 mois plus tard, ils sont tous revenus parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Fait que ça, c'est oui, on répond à une demande. Le deuxième volet, c'est sur le volet d'aider nos entreprises à l'exportation. À ce niveau-là, il y a différents niveaux. Donc, le premier, c'est que comme organisation, avec différentes entreprises, on regarde des grandes foires commerciales à travers le monde où des entreprises nous manifestent de l'intérêt de dire il y a un événement qui va avoir lieu aux États-Unis dans le secteur de la santé. On pense qu'il y aurait une valeur ajoutée à ce qu'on coordonne une délégation d'entreprises de Québec pour aller à cet événement-là. Et là, on va aider les entreprises à se préparer, à savoir comment faire face à faire des pitchs de vente. Je vais vous donner un exemple. La semaine prochaine, on sera avec une dizaine d'entreprises sur la France. Les entreprises qui partent avec nous sur la France, même si on parle la même langue, ça va faire 3 fois qu'ils font des sessions de pitch avec des entrepreneurs français pour leur dire le terme ça se fait ici, là, avant de partir. OK, je comprends. Donc, on a la chance avec le Teams, le Zoom maintenant de dire excuse-moi, Carl, j'ai rien compris de qu'est-ce que tu viens de m'expliquer. Si tu arrives demain devant un autre entrepreneur français, tu dois reprendre ton message. Donc, c'est un exemple de préparation. Non, mais c'est parfait. Oui. Fait que c'est rassurant aussi pour eux. C'est rassurant pour eux aussi. Puis, l'autre volet, il faut qu'on s'assure que ces gens-là, une fois qu'ils vont être rendus là-bas, on leur book des rencontres, qu'on leur donne des rendez-vous. Donc, on part des fois d'une demande des entreprises. Dans un deuxième cas, ça peut être le gouvernement du Québec qui décide qu'il y aura un déplacement ministériel dans une foire commerciale et on va avoir une délégation d'entreprises qui vont être là. On peut vous demander à vous de l'organiser. On peut nous demander de l'organiser. Fait que ça, c'est un deuxième élément. Ou, je peux prendre un exemple. Dernièrement, on s'est déplacé avec M. Marchand qui avait un déplacement sur Lyon. On a organisé une délégation d'un peu plus de 10 entreprises qui sont allées au salon, le plus grand salon européen, qui s'appelle Polytech, où là, on a permis à ces entreprises-là de faire des rencontres, d'aller rencontrer. On a emmené quelques-unes même à aller visiter et faire des rencontres chez Michelin. Donc, à partir du réseau qu'on a bâti à travers les années, on a cette chance d'avoir des partenaires-là qui nous rouvrent des portes. Des fois, c'est les délégations, des fois, c'est les ambassades. Mais dans le cas, prenons l'exemple de Lyon, parce que c'est frais à la mémoire. Est-ce que le maire avait décidé d'y aller de toute façon ou lui faisait partie de la délégation? Il allait parce que vous y alliez ou? Le maire avait focusé qu'il y avait un intérêt sur Lyon. On a regardé... Entre autres pour le transport, je me rappelle, oui. Et nous, à ce moment-là, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait, puis on a dit, pour nous, de notre côté, à nous... Voici ce qui serait intéressant pour les entrepreneurs. Le moment d'y aller, c'est le 15 octobre, parce qu'il y a le salon, on est capable d'avoir des entreprises. Et au même moment, on faisait un salon de recrutement pour des étudiants,
pour les intéresser à venir. Une pierre trois coups, dans le fond. Une pierre trois coups. Mais dans le fond, à ce moment-là, les employés qui travaillent chez Québec International font des recherches, disent, écoutez, à Lyon et autour de Lyon, ce qu'il y a de majeur, il y a Michelin, il y en a une couple d'autres. Ouais. Fait que vous regardez dans votre portail, dans le fond, voici, vous pouvez soumettre l'idée à des entreprises. On va là à Lyon, ça vous intéresse-tu? Il y a des compagnies qui sont pas loin de ce que vous faites. C'est un peu ça, là? Ben, là, on va travailler. Ils peuvent dire oui ou non, mais vous travaillez d'avance là, à préparer le terrain. Nous, on a signé une entente avec l'organisme équivalent Québec International là-bas, qui est l'organisme de Rhône-Ralph, donc Auvergne-Rhône-Ralph, pardon. Et on a signé une entente avec eux et c'est notre partenaire qui nous permet d'ouvrir des portes. Donc, demain matin, on a des gens de Lyon qui viennent à Québec qui nous disent, nous, on aimerait faire une visite, de rencontrer des gens qui seraient intéressés à acheter ma bouteille d'eau. Chez Exfo ou H2O, on va faire les efforts, on va leur permettre d'avoir des rencontres. Donc, c'est ce même genre d'activité. Hier, on avait 15 jeunes entrepreneurs français qui ont passé une demi-journée chez nous, avec lesquels on a discuté sur comment faire affaire au Québec, comment s'implanter, quoi faire. Et nous, on a cette même ouverture de nos partenaires français lorsqu'on arrive avec nos entreprises sur la France, par exemple. Est-ce que vous le faites, je sais que vous l'avez mentionné un peu tantôt, Carl, mais est-ce que vous faites auprès des écoles, soit de métiers, soit des universités, donc le côté étudiantin, d'aller d'ores et déjà voir des gens qui peuvent, par leur jeune âge, leur vigueur et l'ouverture sur le monde, souvent c'est sûr que quand t'as pas de tu sais, je sais pas, 3 enfants, puis une maison, puis beaucoup de charges à payer, c'est plus facile d'être nomade. J'imagine que vous travaillez parce que dans l'immigration, on dit qu'il y a énormément d'étudiants quand même qui viennent temporairement, puis plusieurs, parce qu'ils ont appris la culture, ils ont aimé la place, veulent rester. Fait que c'est quand même majeur. Là. Donc ça, c'est un autre mandat qui nous a été octroyé dans les dernières années, c'est le volet d'attraction et de réétudiants des étudiants. À l'intérieur de ça, je vais vous donner 2-3 exemples. Le premier, je vais revenir avec mon exemple des soudeurs tout à l'heure. Mm-hmm. Supposons qu'on a des cégeps à Québec qui vont donner le programme de formation. Si on n'a pas le nombre minimum d'étudiants pour partir une cohorte, la cohorte ne partira pas. Okay. Donc, si, mettons, en soudeur, c'est 10 étudiants, s'il n'y en a pas 10 pour le mois à la mi-août, le cours part pas. Donc, on va travailler avec le cégep de Limoilou et on va les aider à trouver 3 étudiants, 4, qui vont vouloir venir faire le programme à Québec et qui va permettre à la cohorte de partir. Je comprends. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en plus de ça, on travaille avec des entreprises de Québec qui vont aussi s'intéresser à recruter ces étudiants-là, tant locaux qu'internationaux, à faire des stages pendant leurs études et en espérant qu'à la fin des études, ces gens-là vont rester. Donc, on a une entente, par exemple, avec le Château Frontenac pour permettre à des étudiants d'aller faire un stage en pâtisserie s'ils viennent faire leur cours ici au Cherbourg. Prendre un autre exemple, au niveau universitaire, élément de plus en plus difficile, 2e, 3e cycle, d'être capable de trouver le nombre d'étudiants qui veulent faire des fois des maîtrises ou des docs dans différents programmes plus spécialisés qui offrent souvent des bourses d'études. Donc, on fait le même principe. On trouve pour eux une dizaine de candidats, candidates et le directeur du programme va passer des gens en entrevue et souvent, on va trouver 1 ou 2 étudiants qui vont pouvoir rentrer dans son programme de stage de maîtrise pour faire leur maîtrise et doctorat. Vous l'avez évoqué tantôt, Carl, en début de podcast. Oui. Est-ce que le fait que vous fassiez des voyages, des missions qui soient physiques ou virtuelles, est-ce que inévitablement, c'est une vitrine pour des compagnies qui vous trouvent compétents, qui trouvent que vos employés sont bons, qui trouvent que vous recrutez bien, qui veulent, parce qu'il y en a qui achètent. Il y a des compagnies, donc, quand vous êtes là, vous parlez, vous êtes là pour vendre la région, pour exprimer ce qu'on est, puis les forces de Québec, la région de Québec, inévitablement, il y a des gens qui peuvent entendre d'autres choses en disant « Tabarouette, s'il y a des si bonnes compagnies, on va aller voir ça. Fait que, est-ce que c'est vu comme quelque chose de positif? Quand c'est bien fait, probablement que oui, là, parce que plusieurs se plaignent « on est en train de vendre toutes nos compagnies, on se vide. » Bon. Mais c'est un effet... moi, je le vois comme positif. Là, ça dépend il y a toujours 2 faces à une médaille, mais je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs entreprises avec lesquelles on va travailler qui vont nous informer qu'ils sont en discussion. Dans bien des cas, les gens ne trouvent pas de relève à l'intérieur de leur entreprise. Des fois, la famille, ça marche pas. Des fois, la famille, ça marche pas, puis pour différentes raisons. Donc ça, on travaille des fois avec des entreprises, souvent des commerces de proximité, qui ont de la difficulté. Et il y a une très grande ouverture
de gens de l'international, surtout la France-Belgique. Là, ça va être à peu près 90% et plus de nos dossiers qui viennent de là, de gens qui veulent reprendre des commerces de proximité. Donc, avez-vous une banque de ça, mettons? Savoir qu'il y a un organisme au Québec qui le fait, qui s'appelle, avec lequel on travaille. Et eux, on travaille avec eux. Après, c'est souvent les avocats, des comptables, des banquiers qui vont l'avoir. Donc, après, nous, on a des gens qui ont de l'intérêt. On va les mettre en relation. Puis après, la transaction, ben, c'est entre les deux parties que ça se fait. Fait que ça, c'est le premier volet. Le deuxième, une entreprise à laquelle je pense dans le secteur de l'optique photonique qui a regardé avec différentes possibilités. Et finalement, l'entreprise vient d'être rachetée ou sera rachetée sous peu par des intérêts français parce qu'il n'y avait personne qui était intéressé à l'intérieur de la société de les racheter. Et là, on a une société. Fait qu'on travaille avec eux pour s'assurer qu'il va y avoir de la croissance, qu'on va continuer à investir. Il y a un dossier avec une entreprise l'année dernière qui a été vendue à des intérêts irlandais. Il y a des très belles nouvelles qui s'en viennent à Québec parce que l'actionnaire ou le propriétaire de l'entreprise est demeuré actif, continue à travailler, puis on aura des projets d'investissement. On va accroître la R&D à Québec. Donc, on doit s'assurer que, comme je disais un peu plus tôt, que ces entreprises-là, demain matin, les gens ne viennent pas chercher le savoir-faire, la plus-value, puis ils partent avec et qu'on va le faire ailleurs. Donc, souvent, les gens ne connaissent pas assez, souvent à l'international, les avantages, les volets compétitifs que Québec peut offrir à une entreprise de continuer d'investir ici. Et ça, c'est notre travail de le faire avec Investissement Québec. Vous travaillez pour les entreprises d'ici, mais est-ce que vous pouvez avoir des ententes juste pour vous assurer d'avoir des marchés toujours ouverts et avoir un bon accueil? Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à aider des partenaires étrangers à venir chercher du monde chez vous? C'est ça que ça paraît curieux comme question, mais en même temps, tu peux ne pas le faire en disant « j'ai rien vu », mais tu sais que ça se fait. Ça se peut pas. On n'est pas les seuls probablement à aller prospecter ailleurs. Mais, c'est une question intéressante parce que nous, je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, un moment où l'Alberta, ça allait très, très bien avec le secteur pétrolier puis tout ça. J'avais une conversation avec les gens de Calgary et d'Edmonton. Puis il m'avait dit, Carl, comment ça serait perçu si demain matin, on était au Château Frontenac puis on faisait une mission de recrutement? C'est une bonne question, hein? Je pense pas que ça serait bien reçu parce que nous, on avait déjà un faible taux de chômage. Mais lorsque nous, on va dans des pays et qu'on fait l'exercice que vous venez de faire, on s'assure d'obtenir l'autorisation des autorités. C'est primordial. Et deuxièmement, on a besoin d'avoir l'équivalent de ce qui aujourd'hui est Service Québec, qui avait un Emploi Québec, qui nous permet d'être légitime. Si moi, j'arrive en France puis je dis je veux faire du recrutement puis le gouvernement français n'est pas ouvert à ça, on n'en fera pas longtemps d'émissions. Puis si on ne travaille pas avec les bons partenaires, on va perdre notre crédibilité. On n'a pas eu de demande, à part celle que je parle de l'Alberta, il y a plus d'une dizaine d'années, on n'en a pas eu. Parlons un peu de la France, parce que je sais qu'il y a des ententes qui ont été signées au fil des années pour faciliter, puisqu'on dit une des choses, c'est ce que j'ai entendu, mais là, je vais savoir plus avec vous, Carl, pour enlever un peu de paperasse, parce que une des choses qui est dite beaucoup, moi, je voyage, j'aime beaucoup la France, j'ai voyagé beaucoup, puis curieux, parce que je suis journaliste, j'ai posé des questions, puis souvent, puis même des Français qui sont rendus ici, je leur dis, écoute, on est content de vous voir, moi, je suis très content, je suis fanat même de la langue, mais j'ai dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Puis finalement, il y a beaucoup de gens qui disent, un peu ce que j'entendais en France, ben c'est sclérosé, c'est hiérarchisé beaucoup en France, puis pour certains parents, ils disent, c'est les autres qui poussent leurs enfants, allez, partez avec la famille au Canada, c'est beau, c'est sécuritaire, c'est des grands espaces, il n'y a pas de densité de population comme ici, et ben, c'est sûr que ça paraît toujours mieux à l'étranger, mais ça, vous avez vos chances, tout le monde travaille, parlant de la région de Québec, fait que vos chances, vos espoirs sont plus grands. Donc, cet aspect-là de la France, je dirais, le fait que vous avez été capable au fil des années à enlever un petit peu de couches d'administration, ça doit être un élément facilitateur. Il y a deux éléments. Je pense que lorsqu'on parle avec des Français, on leur dit nous sommes des Nord-Américains qui partageons la langue et que la façon de voir les choses, elle est différente par rapport à la façon dont les gens vont être intégrés dans le milieu du travail, la reconnaissance que les gens vont avoir à pouvoir accomplir des fois des tâches ou des fois, comme vous l'avez dit, c'est peut-être un peu plus cadré de l'autre côté de l'océan. Le deuxième élément, c'est que vous avez fait référence, c'est que
malgré tout, à travers les années, les processus d'immigration sont encore lourds et compliqués. Donc, donc ça fait partie des choses. C'est pas nous qui prenons les décisions, mais c'est d'aider les entreprises à accélérer le processus de 1 et de voir comment on peut faire des recommandations, des suggestions aux 2 paliers de gouvernement d'être plus ouverts à assouplir les règles parce que si on a des gens qui viennent ici et que ça prend trop de temps, ben les gens vont aller ailleurs aussi. Ouais. Et s'il y a une différence entre un processus d'immigration au Québec versus l'Ontario, ben les gens peuvent être aussi intéressés à aller ailleurs. Puis, il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y a d'autres provinces aussi qui cherchent des francophones. Ben oui. On pense tout le temps au Québec, mais effectivement, il y en a d'autres. L'Ontario a quand même... L'Ontario, les Maritimes. C'est tout à fait normal. Et Winnipeg. Il y a une compétition, dans le fond. La langue reste un attrait, mais il n'y a pas que ça. Mettons, je vous disais, moi, je suis un Français, puis je suis tenté de... Vous en faites des missions, vous jasez avec du monde. Je suis tenté de venir ici. C'est quoi les 2-3 affaires qui vont vraiment, de façon importante, faire peut-être pencher ma décision pour m'en venir? Ben, il y en a plein, là, mais... Ouais, premièrement, la première chose qu'on doit discuter avec le ou la candidate, c'est différents éléments. Donc, différents emplois qui sont priorisés par le gouvernement. Mm-hmm. Donc, si je suis dans un emploi qui n'est pas priorisé, ça risque d'être plus long, plus compliqué. Le deuxième volet qui vont déjà avoir 100%, c'est le niveau de français. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Mm-hmm. Le troisième, c'est l'âge. Donc, il y a aussi des facteurs. Donc, j'ai 65 ans. Ça risque d'être un peu plus difficile, à moins que j'ai déjà des enfants de la famille. OK, je comprends. Là, on est sur la reconstitution familiale. Ça, il y a un processus, mais si j'ai 65 ans puis je veux venir travailler, ça va être un peu plus compliqué. De l'autre volet, pour revenir, c'est peut-être un premier élément que le monde dise et qui est galvaudé, mais vous l'avez fait référence vous-même, c'est la qualité de vie, c'est le niveau de sécurité qu'on a ici, c'est les opportunités que les gens ont. Et hier, comme je disais, j'étais avec 15 jeunes Français. Pour eux, Québec, c'était à 15 minutes, on est à la montagne, on peut faire du sport. Il y a cette proximité, cette dualité entre la vie urbaine qu'on peut avoir à Québec et la vie rurale ou les grands espaces qui sont juste à côté. Et pour eux, c'est la façon, c'est l'ouverture des Québécois qu'on a, puis qu'on a nous autres aussi quand on arrive maintenant en France comme Québécois. Le Québécois, que les gens sont très ouverts. Donc, il y a ces éléments-là. Et puis, je pense qu'on a des a priori très ouverts par rapport à cette intégration-là des gens qui arrivent, qui s'intègrent puis qui travaillent. Donc, je pense que ça joue en notre faveur. Puis, dernier élément, c'est qu'on doit le dire, le coût de la vie n'est pas si excessif à comparer à ce qu'on a pour acheter une propriété. Et une chose que je ne sais pas si c'est sûr que vous l'avez noté, vos employés, la famille de Québec International, mais je remarque que pour des raisons culturelles, pour des raisons de densité de population en France ou dans d'autres pays européens, quand ils arrivent à Québec, eux autres, c'est pas un problème de venir avec des jeunes enfants puis vivre en Haute-Ville ou de vivre en Basse-Ville, vivre en ville, autrement dit. Alors que nous autres, on a beaucoup de personnes, je parle on le voit, c'est une partie du problème du tramway, c'est qu'il y a beaucoup de banlieues puis on en sert large. Ouais. Mais je remarque, je sais pas si vous remarquez, mais dans l'immigration, dire aux gens que vous allez être en ville, dans un appartement, c'est pas un souci. C'est pas un souci, effectivement. Non. Alors que pour nous, il y en a qui sont pas habitués puis qui se disent « Hey, j'ai un grand terrain, 10 000 pieds, ma piscine. » Je dis pas que je suis pas réducteur en disant ça. Il y a beaucoup de monde qui aime ça parce qu'on a été élevé comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment différent. Oui, on a la vie de quartier. C'est quelque chose qui rejoint beaucoup la communauté française, si on regarde, puis même des gens qui viennent de plein de pays d'Amérique du Sud. Aussi, oui. Les gens qui vont venir de Sao Paulo ou qui viennent de Guatemala, de l'Argentine, d'ailleurs, à Buenos Aires et tout ça, ces gens-là sont habitués dans bien des cas de rester dans des villes, de rester dans des... En appartement, de faire les choses à pied, de se déplacer de d'autres façons qu'en véhicule. Est-ce que, parmi tout ce que vous faites, parce que je sais que beaucoup, vous parliez tantôt d'une je me souviens pas de l'école de mentorat, il y avait un nom, là. Le camp. Le camp, bon, oui. OK. Parce que je pensais à l'école de la Beauce aussi, là, qui est en entrepreneuriat. Mais je me disais, est-ce que vous, dans vos activités, il y a des
des patrons, des patronnes qui ont eu des belles expériences, qui en ont encore avec vous et qui veulent être mentors, qui aident. Oui. Parce que souvent, c'est très inspirant. C'est un peu comme, je veux faire un voyage, je parle à mes amis autour de moi, ça devient mes mentors, je suis allé là, j'ai confiance en eux. Oui. Fait que je trouve qu'en économie puis en entrepreneuriat, c'est la même chose. Oui, on a à peu près une centaine de personnes qui sont coachs. Ça, c'est un autre élément pour moi qui était important. Lorsqu'on a démarré le camp, j'ai demandé à une dizaine de personnes de la communauté d'affaires que je connaissais et que je voulais m'assurer que ces gens-là vont donner au prochain, de redonner, de partager leur expérience. On est tous des humains, on a tous nos parents qui, quand on était jeunes, nous disaient « fais pas telle chose », puis on voulait vivre notre propre expérience. Quand on vit un peu plus vieux, on se dit peut-être qu'il y a un impact de coût. Fait qu'on va se dire, je vais peut-être écouter un mentor, un coach ou une personne qui va être là. Donc, on a à peu près une centaine de personnes qui donnent du temps de façon. Et puis, on a aussi amené des entreprises, des bureaux d'avocats, des bureaux comptables à redonner du temps pour aider puis de dire, demain matin, on va créer les entreprises de demain. C'est important. On a une communauté qui s'agrandit. On a une communauté qui veut grandir. Il faut continuer à créer de la richesse. On a des gens qui ont vécu dans des périodes qui l'ont eu, puis on veut s'assurer que ça va continuer pour les années à venir. Donc, de donner du temps, de partager, pour moi, c'est important. Est-ce qu'on pourrait dire que Québec international, d'une certaine façon, est aussi là pour être un genre de boîte à outils pour les entreprises? Exemple, les conseils juridiques, avocats, diagnostics, les références, le processus administratif, les ressources sociales. Donc, tout ce qui entoure, vous avez du monde qui peuvent guider ceux qui veulent. Exactement. Nous, l'important, c'est de ne pas prendre la place de des entreprises ou des acteurs privés qui jouent très bien leur rôle, mais c'est de dire, vous avez besoin de services en immigration, il y a 4, 5, 10 firmes qui ont cette expertise-là. Voici les entreprises avec lesquelles vous pouvez travailler. Et après ça, c'est aux gens de choisir. La réalité, c'est qu'à un moment donné, pour X, Y raison, on peut avoir envoyé 10 personnes auprès d'une entreprise, puis la 11e personne, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, la variété. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est de s'assurer qu'on développe la compétence, l'expertise à Québec pour qu'on ait des services. Puis je faisais toujours un parallèle avec certains gens. Je leur disais, si demain matin, j'ai un tuyau qui brise dans ma maison, puis mon plombier est à Montréal, il ne viendra pas tout de suite réparer mon problème, mon tuyau. Donc, comment on travaille avec les entreprises qui sont ici à développer l'expertise pour bien servir notre communauté, puis qu'on soit capable, en tant que communauté, de grandir, d'avoir cette expertise-là locale. Avez-vous le plaisir, des fois, d'avoir des entreprises qui vous disent, qui avouent honnêtement, mettons, dans une mission autour d'un petit verre de blanc, qui disent, écoute, ça fait des années que j'y pense, puis j'ai bien trop attendu. Tu sais, quelqu'un qui se rend compte qu'il n'aurait pas dû attendre autant avant de se faire aider, entre guillemets. Puis c'est pas vu comme négatif, se faire aider, mais tu sais, pour se propulser souvent aussi. Non, mais là-dessus, nous, il y en a, mais l'autre élément, un des critères qu'on a lorsqu'on travaille avec des entreprises, surtout au niveau du camp, c'est de s'assurer que les gens sont prêts à recevoir des feedbacks, mais de la rétroaction, et que les gens soient capables de l'accepter et par la suite de l'intégrer. J'ai toujours des exemples d'entreprises à qui nous demandent de les aider pour préparer une présentation pour aller chercher du financement. Puis quand ça fait 10 fois qu'on leur dit que ton deck il est pas bien, tu passes trop de temps sur tel aspect puis passer sur l'autre, à un moment donné, ils vont avoir toujours le même résultat. On n'a pas la vérité, mais on peut les aider à s'améliorer puis à prendre le conseil. Donc ça, c'est très important. Puis encore aujourd'hui, on a des gens, on aurait dû vous rencontrer plus tôt. Oui, hein? Oui. Qui se sont rendus compte que ça pouvait être... Est-ce que souvent l'intérêt est bidirectionnel, c'est-à-dire que les gens veulent venir s'installer ici, mais aussi vous solliciter, mais il y a des gens qui vous sollicitent pour venez donc nous voir. Parce que c'est des deux bords, c'est pas juste vous. Là. OK, c'est ça. Puis je prends un exemple, il y a un monsieur, un Français qui voulait venir vivre ici, qui est venu puis qui était dans un domaine, puis lui, il avait regardé, il voulait acheter une quincaillerie. Donc, il était en France, il a fait son analyse de marché. Et il a tout regardé le marché, puis il dit hey, la quincaillerie, c'est certain qu'il y a un marché incroyable de croissance. Sauf que le monsieur a fait son analyse par lui-même, sans nous.
Et il est arrivé ici, puis il n'avait pas réalisé qu'à Québec, on avait un acteur qui jouait un rôle très important, qui n'était pas Rona, qui était Canac Marquis. Oui. Et il n'avait pas vu cette strate-là de l'entreprise. C'est majeur, là. C'est majeur. Donc, la croissance qu'il pensait être capable d'aller chercher, il s'est rapidement aperçu qu'elle était beaucoup plus limitée. Est-ce que on peut dire que vous tissez des liens surprenants des fois avec d'autres pays? Parce que... vous avez parlé de l'Amérique du Sud, je comprends qu'il y en a de plus en plus, parce que en lisant les nouvelles, évidemment, en regardant, et moi, j'ai 2 de mes fils qui sont en entreprise et qui jasent avec un cet après-midi, puis disaient, il y a juste 3 ans, il y avait 5 Guatémaltèques qui sont venus, sont dans le monde de l'entretien de piscine et autres. Ouais. Puis là, je jasais avec mon fils, j'ai dit, là, 2 ans plus tard, vous êtes rendu où? Ben, il dit, on va en avoir 32 l'an prochain, puis 50 l'année. Fait que là, je dis, ouais, t'es un peu. Là, pour moi, c'est à nouveau, je dis pas que c'est les premiers Guatémaltèques à venir, mais et puis il y a des raisons économiques. Pour eux, c'est salutaire. C'est des gens qui viennent ici pour aider souvent leur monde. Fait que c'est une autre. Ben, pour eux autres, c'est une autre mission, mais pour vous, vous devez vous adapter. C'est pas les mêmes conditions qu'à Paris. Non, là. c'est pas les mêmes choses. Hein? Puis là-dedans, il y a 2 volets. Il y a le premier volet de ce qu'on appelle les emplois saisonniers. Mm-hmm. Donc, dans l'entretien, la pose de piscine, les gens qui vont travailler à l'île et ailleurs sur la terre, les fermes, etc. Les gens qui vont travailler dans les pépinières, c'est des gens qui sont ici sur des permis saisonniers, qui viennent pendant la période estivale, dans bien des cas de avril-mai jusqu'à septembre. Il y en a, je pense à certains qui sont ici jusqu'à la fin novembre, qui font des sacrifices majeurs de laisser leur famille, leurs enfants, pour venir ici pendant 6-8 mois, pour ramasser de l'argent, puis d'être capable de vivre, puis de ramener. Puis ça, on a des besoins pour différentes raisons. Est-ce qu'on a facilité ça ou parce qu'on a plus de besoins, parce qu'on entend plus parler? Donc, je me disais, est-ce que c'est parce qu'on a peu de gens qui veulent faire ces travaux-là ou parce qu'on a facilité le fait que ça s'est connu? Parce que il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Ouais, plein de choses, oui. Je pense que de passer 2 mois à ramasser des fraises à l'île d'Orléans, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de le faire là physiquement, des fois des chaleurs, des conditions très variables. Donc, il y a des gens qui sont prêts à faire ce travail-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut aussi prendre en considération, puis ça, c'est pas le service sur lequel on travaille. Il y a un organisme qui est basé chez nous avec lequel on travaille. Leur nom s'appelle Ferme, qui ont commencé dans le domaine des fermes. Mais c'est de s'assurer que ces gens-là ont des conditions de vie qui sont respectables, puis qu'on ne met pas 10 personnes dans une même chambre, puis qui n'ont pas accès à différents besoins. Donc ça, c'est un autre élément. Puis l'autre élément, c'est que moi, je le réalise avec des gens que je rencontre année après année qui viennent. Ces gens-là sont arrivés il y a 5-6 ans, parlaient très peu français. Et après 5 ans, ils sont très fonctionnels en français parce que ça fait 5 ans qu'ils viennent ici et qu'ils ont appris le français. Est-ce que vous avez noté au fil des 20 dernières années, parce qu'on célèbre 20 ans de Québec international, qu'il y a des tactiques, des méthodes qui sont plus efficaces, que vous avez dit ça marche mieux que d'autres choses? Tu essaies toutes sortes de choses? Oui, je vous dirais, la premier élément, c'est, puis là-dessus, je vais dire une chose, on a des meilleurs résultats sur le volet de talent qu'une autre ville à qui on pourrait penser au Québec, de par la façon dont on a bâti nos façons de faire, la façon dont on travaille, parce que la réalité, c'est plus difficile d'emmener quelqu'un à Québec qu'à Montréal parce que Montréal est plus connu. Okay. Donc, on est plus tenace, on travaille plus avec le monde, on fait des suivis plus serrés, on aide nos entreprises à passer à travers les étapes, puis on a des meilleurs taux de rétention, puis on a le plus haut taux au Canada de personnes qui ont intégré le marché du travail issu de l'immigration. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. C'est encourageant pour la suite. C'est drôle parce que tantôt, c'est curieux, mais tantôt, on parlait de la sécurité, puis la ville qui est dynamique aussi. Puis quand je parlais à P. Michel Bouchard, récemment, je l'ai croisé, puis il me disait, c'est encore vrai, là. Les congrès qui s'en viennent, souvent, on dit, nous autres, Québec, on trouve la ville belle. Côté européen, tout ça est vrai, la nourriture, tout ça est vrai. Mais beaucoup de gens disent la sécurité. L'Amérique du Sud, là, il y a plein d'endroits. Je parlais avec un de mes collègues qui arrive de vacances en Argentine. Tu te promènes pas nécessairement avec une montre et des choses, ou même au Brésil. Et même les locaux. Tu parles aux locaux là-bas, ils vont dire. Cellulaire. Là. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi,
qui était professeure de français dans une école au Brésil. Et la raison pour laquelle elle est venue vivre à Québec, c'est qu'il y a eu un braquage. Les gens sont rentrés dans l'école avec des guns, des fusils pour dire « videz vos poches » à l'intérieur d'une école. Fait qu'elle dit, là, je suis pas sûr, je veux vivre là-dedans. Je veux plus vivre là-dedans, je m'en viens ici. Et à petite échelle, quand on compare Montréal et Québec maintenant, il y a une violence qui est plus visible, qui est plus régulière à Montréal. Puis on entend, c'est triste, mais on entend des gens qui prennent la décision de déménager, de l'interrégional. Tous ceux qui sont dans le domaine de la vente de maisons et de la location de maisons vont vous le dire. Il y a beaucoup de transferts interrégionaux, des gens qui changent de région pour s'assurer. Mais c'est un choix de vie. Là. Un choix de vie puis une question de sécurité dans bien des cas. Ça s'explique bien. Dites-moi, M. Viel, la société change, les moyens de communication changent à vitesse grand V, l'intelligence artificielle. Est-ce que le voyez-vous comme quelque chose de positif ou c'est inquiétant pour vous? L'intelligence artificielle, c'est un débat de société sur lequel on doit regarder parce que si on prend juste le volet, par exemple, de l'éducation, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on permet. J'ai participé dernièrement à une table ronde avec le ministre et il y avait des étudiants qui disaient « moi, je fais mon travail puis je mets ça sur ChatGPT puis après ça, il va me sortir 3 conclusions. » ça se peut. C'est vrai que ça se peut. Et je vais prendre la meilleure. Et déjà là, il y a une question qui se pose. Est-ce que... D'éthique, entre autres? D'éthique, jusqu'à quel point on va. Deuxième volet, on faisait une boutade hier, mais quand on veut aller sur quelque chose, est-ce qu'on prend Google Translate puis on fait traduire les choses, puis on part avec ça, ou demain matin, on continue à permettre à des gens de gagner leur vie qui ont des firmes de traduction. Donc, il y a des questions. Ça va être les deux, ça, c'est clair. Ça va être les deux. Il y a ça. L'autre élément, c'est que l'intelligence artificielle, comme d'autres choses, comme la cybersécurité, sont des choses qui sont là pour rester. Ah ben oui. Donc, il va falloir s'y adapter. S'adapter, comment qu'on les intègre. Puis après ça, il y a un cadre législatif, normatif qui doit être mis en place. Mais je pense à un entrepreneur de Québec qui a eu la faute du président dans la dernière année où son employé a transféré beaucoup d'argent qui a mis l'entreprise en péril. Bien, si on n'aide pas les gens à mieux se préparer, mieux être informés sur les impacts de la cybersécurité, ça va avoir des impacts comme l'intelligence artificielle en a sur la façon de faire les choses et jusqu'où on va sur ce volet-là. Donc, il faut le regarder globalement. Vous n'avez pas tous les jours à rassurer vos membres là-dessus, sur l'intelligence artificielle, parce que c'est sûr qu'il y a des questionnements, parce que ça va tellement vite comme développement qu'on peut en perdre notre latin rapidement. On ne sait pas, rapidement. Ça va vite, là. Mais vous savez, on a d'après moi, la plus grande entreprise en intelligence artificielle au Québec. C'est une entreprise de Québec, c'est Coveo, qui développe des technologies qui leur permettent d'aller chercher des parts de marché, d'aider les gens dans des processus. Ils sont très impressionnants, effectivement. Très impressionnants. Donc, il y a des bonnes choses là-dedans, comme il y a des limites qu'on doit aussi prendre en considération. Puis, il va y avoir tout l'autre volet. D'un côté, on va prendre un autre exemple, celui de la santé. Bien, quand on a une intelligence artificielle qui est capable de faire une analyse de 1000 études puis de trouver potentiellement une meilleure solution pour un traitement, pour un patient. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Puis dans d'autres cas, il y a des limites qu'on ne veut pas nécessairement franchir avec l'éthique qu'on peut faire au niveau de la recherche aussi. Ben, on sait, au niveau scolaire, c'est une des premières places où on s'est rendu compte que la ChatGPT, tout ça pouvait, vous parliez des travaux tantôt, mais pour les professeurs aussi, ça devient un problème de savoir. Mais par contre, ben, je disais la bonne nouvelle, parce que moi, j'ai lu beaucoup là-dessus, ça m'intéresse, ça m'interpelle. J'apprends que les grandes entreprises, les gros de ce nom, de ce monde, c'est-à-dire Amazon, même qui s'en vont dans toutes sortes de domaines, Google et les autres, développent en même temps des outils pour reconnaître ceux qui trichent, pour qu'on en arrive un jour à dire, ben c'est curieux, là, mais tu sais, à dire, ben ça n'a pas été touché, ça a été fait par des êtres humains. Ça va être, on va le voir éventuellement, il va y avoir un genre d'approval, comme on dit, ben ça n'a pas été retouché. Bien, ça me fait rire parce que ça me fait passer pendant le COVID, il y a des entreprises qui ont développé une technologie qui leur permettait de vérifier si leurs employés étaient vraiment devant leur ordinateur ou que c'était un petit affaire qui, à toutes les 15 minutes, faisait bouger leur souris. Donc, je peux vous dire que ça existe, qu'il y a des gens qui l'ont essayé ou qui l'ont
valider. Mais c'est des choses qui se passent. Alors, mais les avancées technologiques, prenons un côté très positif de ça. Et ça peut être vu comme négatif, mais quand on y pense, c'est pas juste pour remplacer les employés. Prenez les grandes entreprises, les entrepôts qui sont avec des robots. Ouais. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins de problèmes, ça va plus rapide. Tu sais, tout le monde veut que ça aille vite aujourd'hui. Ouais. Comment tu fais pour... Même les entreprises du Canada qui sont en compétition, prenons l'exemple de Bureau en gros, par exemple, il y a une grosse compétition Amazon et les autres. Et, mais je trouve qu'il y en a plusieurs qui sont virés de bord, qui ont dit, on n'a pas le choix. Vous parliez de Canac tantôt. Ouais. Il y a plusieurs entreprises qui, maintenant, ils vont livrer rapidement. Fait que pour livrer rapidement, sans erreur, avec un prix raisonnable, faut que tu fasses des économies à quelque part. Exactement. Puis l'exemple, moi, j'ai eu la chance de visiter le centre de distribution de Simons. C'est impressionnant. C'est vrai, j'ai trouvé ça même très beau. Moi, je l'ai vu, j'ai pas fait toute la visite, mais j'ai trouvé que c'est bien fait. Puis d'avoir développé, puis eux autres aussi, ils utilisent de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Je pense à l'exemple de Coveo où ils sont capables de travailler avec des entreprises puis d'être capables de dire, par exemple, Bombardier, quand on regarde vos affaires, vous n'avez plus besoin de fabriquer 1000 miroirs de remplacement parce que quand on regarde les choses, il y en a 300 qui sont commandés par année qui sont brisés. Donc, il y a des valeurs ajoutées qui sont là. Puis la qualité de Simons qui a été capable d'évoluer entre un modèle de magasin traditionnel et la croissance de la vente en ligne et la croissance avec son centre de distribution, c'est une entreprise majeure à Québec qui justement démontre qu'elle peut compétitionner. Est-ce que vous êtes équipé chez Québec International pour guider des entreprises qui sont, on va le dire, tel que ça se dit dans le milieu, qui sont plus physiques, c'est-à-dire sont sur rue, ils ont des bâtisses, ils ont des magasins, ils sont dans un centre d'achat. Puis là, on voit que ça change. Là. Il y a des... On imagine tous, puis sans exagérer, que d'ici 10, 15, 20 ans, les gros power centers, ils vont être pas mal moins gros. Là. On voit même Fleur de Lys qui est en train de se changer. On voit qu'aux États-Unis, il y en a plusieurs aussi. Fait que les entreprises, est-ce que vous avez ces connaissances-là pour leur dire, voici vers quoi on s'en va? Ça veut pas dire de changer tout demain, mais pour rassurer le monde. Là-dedans, je vais répondre à la question. Premièrement, je vais donner un exemple. On a travaillé récemment avec une petite pharmacie qui avait justement un problème de ressources. On les a aidés à installer un pilulier électronique qui leur permet justement sauver du temps, minimiser des fois des risques d'erreur, etc. Ou on peut travailler avec une plus grande entreprise à les aider à faire justement un plan de transformation numérique en partenariat avec Investissement Québec et d'autres. Donc ça, on a des gens qui ont cette expertise-là, que moi, je n'ai pas, que j'ai la chance d'avoir comme collègue, comme employé. Et le deuxième élément que vous avez mentionné, si on prend l'exemple de Place Fleur de Lys, lorsqu'on regarde la transformation des modèles des Power Centers aux États-Unis, elle a débuté avant nous d'amener ce qu'on a commencé à voir depuis quoi? Une mixité, dans le fond? La restauration, les cinémas, le volet de l'habitation, entertainment, de divertissement, merci, et la mixité des services. Et l'autre volet aussi qu'il faut prendre aussi en considération, fait qu'à Place Fleur de Lys, on vient rajouter le milieu de vie. Mm-hmm. On vient rajouter l'université avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Qui est déjà là, d'ailleurs. Qui s'est installée. Donc, on travaille sur une mixité. On essaie de l'amener dans un milieu urbain. Et puis, on préfère un parallèle un peu avec les 3 centres d'achat sur le boulevard Laurier où on est allé construire de l'autre côté de la rue des résidences qui permettent à des gens, des fois des personnes âgées ou d'autres personnes qui ont accès à un commerce de proximité qui vont y aller. Puis le dernier élément là-dessus, il faut prendre en considération, c'est d'avoir des entreprises qui vont aussi ajouter le volet transactionnel qui va leur permettre de faire soit des ventes en ligne, etc. Puis on l'a vu aussi dans le secteur de la restauration où on a des restaurants qui ont mis en place des façons de faire avec le COVID. Il y en a qui ont arrêté, puis il y en a qui continuent à le faire. Donc, qui ont continué à adopter leur modèle d'affaires. Puis il y a des restaurants à qui je parle, que les DoorDash et autres leur permettent de continuer d'être en vie parce qu'ils ont plus 30 personnes, 40 qui viennent dîner sur l'heure du midi ou plus. Dernière question, est-ce que vos membres, développement durable, les préoccupations face au changement climatique, c'est un élément, je sais que le gouvernement l'impose d'une certaine façon, là, mais est-ce que c'est une préoccupation qui vous revient? On a 3 personnes à temps plein qui travaillent là-dedans, que les entreprises à mettre en place soit des programmes, des outils de certification. Puis comme vous l'avez dit, il y a des
de plus en plus, les gouvernements et les financiers exigent aux entreprises de travailler sur le E, environnement, S, société et G, gouvernance. Donc, l'entreprise doit travailler sur une diversité au sein de sa gouvernance, donc d'avoir des gens issus de différents groupes d'âge, etc. Le volet aussi de l'engagement sociétal et d'avoir mis ou de mettre en place des mesures environnementales. Ça fait partie de plus en plus, puis on le voit même avec des sociétés internationales qui nous disent de venir au Québec, on a ces critères-là qui sont pris en considération et c'est important pour nous. Dernière petite question. On a toujours une petite dernière. Mettons que je suis un entrepreneur de Québec puis je veux grandir, je veux aller voir comment ça se passe ailleurs. Tout ça. Je vous soumets mon idée. Vous allez regarder un peu qu'est-ce que je veux faire avant de me dire « Oh, viens-t'en que nous autres, ça ne marchera pas de même. » J'ai compris qu'il y aurait un peu d'analyse de ce que je veux faire. Est-ce que, rendu là, mettons que je fais partie du voyage, je paye toutes mes dépenses? Comment ça marche? Sans me dire le détail. Là. Non, mais grosso modo, à peu près la vaste majorité des services offerts par Québec International sont gratuits. OK. C'est vrai que c'est la première chose. Cependant, lorsqu'on fait une mission de recrutement en France, il y a des frais qui comprennent le voyage, le déplacement, le billet d'avion, les repas. Mais les services que vous offrez, c'est autre chose. Ça, c'est les services sont gratuits. Les services payants sont souvent des missions commerciales et aussi des services d'accompagnement où des fois, on va faire intervenir des coachs spécialisés qu'on doit rémunérer. Pour un problème particulier, c'est ça. Qu'on doit rémunérer. Mais c'est la demande de l'entrepreneur. Exactement. Puis dans les plans de transformation numérique, il y a des montants qui sont aussi mis à disposition, mais la vaste majorité des coûts qui sont chargés sont récupérables. J'allais dire, est-ce qu'on vous souhaite un autre 20 ans, peut-être plus? Pourquoi pas? Peut-être pas vous personnellement. À l'organisation, pour moi, je pense que je vais être rendu trop vieux. OK, ça se peut. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. J'en ai appris. Alors, puis je pense qu'il y a bien des gens qui en ont appris. Carl Viel, le PDG de Québec International.